Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Effectuer un trajet à la place du conducteur sans conduire ou aller d'un point A à un point B dans une navette sans chauffeur, c'est le concept même de la voiture autonome. On a rêvé d'elle en pensant à un futur ultra technologique. On en a parlé en se demandant à quoi elle allait ressembler tout en se posant la question « serais-je encore là pour la voir ?» Eh bien ça y est, nous y sommes. La voiture autonome n'appartient désormais plus au monde de l'imaginaire ou de la science-fiction. Elle est bel et bien dans nos rues. Je vous souhaite la bienvenue dans Voyage en mobilité, 30 minutes consacrées à des grandes tendances de la mobilité de demain, avec en substance des débats, des discussions et des invités. Une émission consacrée aujourd'hui, vous l'aurez compris, à la voiture autonome, parce qu'on n'arrête pas le progrès. Pour parler de ce sujet des plus intéressants, je vous l'ai promis, il y a deux invités. Le premier, c'est Jean-Louis Micica, membre du Conseil de Paris, adjoint au maire de Paris, chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité. Ça fait beaucoup de travail. Ça fait beaucoup, oui. Oui, c'est ça. Vous êtes également auteur. On témoigne la publication de plus d'une dizaine de livres, particulièrement consacrés aux médias, à la politique et à la technologie. Et d'ailleurs, le 4 octobre dernier, vous avez sorti Des robots dans la ville, un ouvrage coécrit avec Pierre Musso aux éditions Taillandier. Monsieur Micica, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. À vos côtés se tient Alban Garnier. Elle est en charge de l'operational marketing, si je ne m'abuse, c'est bien ça ? C'est bien ça. Et vous travaillez pour Navia, une entreprise française spécialisée dans la conception et la construction de véhicules autonomes, électriques et robotisés. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Alors pour nous aider à débuter cette émission consacrée à la voiture autonome, je vais me servir de la problématique du livre de vous, Monsieur Micica. Comment les voitures autonomes vont changer nos vies ? Alors tout d'abord, Monsieur Micica, pourquoi avez-vous choisi ce thème des voitures autonomes pour cet ouvrage ? D'abord parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui allait rentrer dans nos vies, dans nos villes, que ça allait bouleverser complètement l'organisation urbaine et qu'on n'en parlait pas beaucoup. Et surtout, la plupart du temps, quand on en parlait sous l'angle technologique et pas sous l'angle de l'organisation sociale et des enjeux politiques qui sont liés aux véhicules autonomes. Et je me suis dit que ça valait peut-être la peine d'approfondir le sujet, d'essayer de comprendre d'abord pourquoi les experts n'étaient pas d'accord entre eux sur l'horizon de l'avènement du véhicule autonome. On aura peut-être l'occasion d'en discuter dans cette conversation. Essayer de comprendre aussi les différences entre les technologies, parce qu'on parle de véhicules autonomes, mais il y en a de différents types, de différentes sortes, et même il y a une catégorisation en niveau. Du moins autonome au plus autonome. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'était que le modèle économique des constructeurs automobiles, des opérateurs de mobilité allait être bouleversé. On voyait des études qui nous disaient que les transports en commun pouvaient être impactés parce que la baisse du coût du transport individuel était telle qu'à un moment donné, il pouvait rivaliser avec le transport collectif. Et que donc il y avait un vrai risque d'engorgement des villes. Et donc tous ces sujets-là, qui sont des sujets éminemment urbains, qui relèvent de la politique municipale, on n'en parle pas. Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Parce que les recherches se font plutôt en Chine et en Californie, et que l'essentiel de l'attention est focalisé sur la bataille industrielle, dont je ne conteste pas l'importance. Et dernier élément qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a un sujet bien évidemment social d'emploi, de destruction d'emplois, de création d'emplois, mais les emplois créés ne sont pas exactement les mêmes que les emplois détruits. Et donc là aussi, ce serait peut-être bien qu'il y ait une prise de conscience collective pour voir comment on fait pour gérer cette mutation. Oui, c'est ça. Plus que le simple fait de monter dans une voiture qui n'a pas de chauffeur, la voiture autonome, vous l'avez dit, c'est une multitude de sujets qui va avec. Justement, on va en parler. De votre côté, Alban Garnier, Navia est la première entreprise à avoir commercialisé une voiture autonome. Il s'agit en réalité d'une navette qui porte le nom de Autonome Shuffle. Ça ne s'appelait pas comme ça au début, si je ne m'abuse ? Autonome Shuttle, tout à fait. Autonome Shuttle, pardon, excusez-moi.
C'était quoi le premier nom déjà? Alors le premier nom, c'était avec une autre société qui s'appelait Induct, où c'était un autre type de véhicule. Alors effectivement, Navia, donc c'est une jeune société, on a 4 ans, et en fait on a créé 2 véhicules. Donc effectivement on les design, on les conçoit et on les commercialise. Donc il y a un premier véhicule qui est, comme vous l'avez justement dit, une shuttle, donc une navette pour 15 personnes. Donc on l'appelle effectivement, son nom c'est Autonome Shuttle, et donc son objectif c'est de vraiment desservir le premier et le dernier kilomètre, donc des distances plutôt courtes qui viennent à compléter le réseau de transport en commun actuel du coup. Voilà, et en fait on a développé un autre produit qui s'appelle Autonome Cab, donc lui qui est un robot cab et qui va vraiment qui a pour objectif lui de faire des plus grandes distances, qui est également autonome, qui est électrique, qui est aussi une mobilité donc partagée, et la grande différence c'est qu'il est à la demande, donc c'est-à-dire que vous le commandez avec une application, il vient vous chercher là où vous êtes et vous déposer là où vous le souhaitez. Oui, Autonome Shuttle, vous le disiez, qui a déjà fait ses preuves un peu partout dans le monde, et notamment à Lyon depuis 2016 dans le quartier Confluence, qui est un peu l'équivalent de la Défense à Paris, à Lyon, avec à ce jour plus de 35 000 personnes transportées. Comment se passe d'ailleurs le fonctionnement de vos véhicules depuis leur commercialisation là-bas à Lyon? Alors tout à fait, en fait on a pas mal de véhicules qui sont déjà sur la route, on en a même vendu déjà plus de 89 partout dans le monde. Oui. Donc effectivement on est en France, donc par exemple à Lyon, à la Défense, à Paris, à Nantes, mais aussi partout dans le monde. On est à Hong Kong, on est à Perth en Australie, on est à Las Vegas, donc voilà, effectivement partout dans le monde. Donc aujourd'hui, effectivement, ça fait 2 ans que nous sommes dans le quartier de la Confluence à Lyon, comme vous l'avez dit. Donc on dessert 1,5 km sur les quais, et donc on dessert un centre commercial ainsi que différents bars et restaurants présents. Juste un mot pour dire qu'à Paris, nous expérimentons 2 navettes autonomes. Et faites attention à parler juste un tout petit peu plus près du micro, s'il vous plaît. D'accord, donc je disais qu'à Paris, nous expérimentons avec la RATP 2 navettes autonomes Porte de Vincennes, entre la Porte de Vincennes et le Parc Floral, une navette Navia et une navette EasyMile. Et je crois qu'on a déjà transporté 40 000 parisiens et franciliens, et c'est très très utilisé. Pour compléter ce qui a été dit, une des raisons pour lesquelles on a décidé d'expérimenter ça à cet endroit-là, c'est que dans les bois, on a un sujet qui est le transport de personnes à certains moments de la semaine ou de la journée, et pas de façon systématique. C'est ce qui explique qu'il n'y a pas de ligne de bus régulière. Et que donc il y a vraiment un problème de desserte, par exemple la cartoucherie de Vincennes ou le parc floral. Et donc là, l'expérimentation a aussi pour but de voir si jamais la navette autonome n'est pas l'outil idoine, comme l'a dit ma voisine, pour le dernier kilomètre, pour pouvoir justement gérer ce genre de situation, y compris les situations d'événements. Parce que, par exemple, à la cartoucherie, vous avez des spectacles le soir, donc il y a des moments où les gens sont en très grande concentration, et puis d'autres moments où il n'y a personne, et donc là aussi, il faut réfléchir à des outils adaptés à ce genre de situation. Oui, je vois que vous vouliez réagir, Madame Garnier. Oui, je complétais, c'est effectivement ce type de nouvelles mobilités viennent vraiment compléter et s'adapter à notre nouvelle mobilité, et c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup de défis à relever, on en relève chaque jour et on essaye de s'améliorer chaque jour, mais effectivement, notamment l'évolution des mentalités est un vrai challenge, et c'est pour ça que le fait de pouvoir tester les véhicules, que ce soit en France ou à l'étranger, permettent aussi à tout le grand public de pouvoir tester la mobilité qu'on ne peut plus appeler du futur, qui est bien sûr maintenant présente. Celle du présent. J'ajoute qu'on est en train de discuter avec Navia sur l'expérimentation de l'autre produit dont on a parlé, c'est-à-dire le cab, qui est un 6 places, qui est plus dans une logique de taxi collectif. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils veulent vraiment le tester à Paris et en faire un peu la vitrine de leur produit. Je pense que si on parle de l'enjeu industriel, on s'aperçoit qu'il y a 2 startups françaises, Navia et EasyMile, qui sont quand même assez en avance. Tout simplement parce qu'en France, on a pris le problème du véhicule autonome plutôt sous l'angle du transport collectif que du transport individuel, alors que bien évidemment aux États-Unis,
On l'a pris sous l'angle où on prend toujours ce genre de sujet, c'est-à-dire transport individuel, ce qui veut dire qu'il y a une spécialité française et un avantage compétitif de la France sur ces sujets-là. Vous parliez justement de Paris, c'est l'un des gros points que j'avais envie d'aborder avec vous deux, c'est le sujet de la ville. J'ai envie déjà de vous poser la question, la voiture autonome, est-ce que c'est un projet qui est typiquement citadin ? Ah oui, bien sûr. Oui, parce que si vous voulez, quand on réfléchit au futur des grandes villes, tout le monde parle, même les constructeurs maintenant parlent de mobilité comme service. Qu'est-ce que ça veut dire la mobilité comme service ? Ça veut dire que les gens cessent d'être propriétaires d'un véhicule et ils utilisent un service. On voit bien, par exemple, à côté des taxis, le développement des VTC, donc des Uber notamment, qui a lancé le processus. On se rend bien compte que si jamais le véhicule autonome s'imposait, ce seraient des flottes de véhicules autonomes qui seraient gérées par des spécialistes de la mobilité comme service, qui s'imposeraient dans les villes et non pas des véhicules propriétaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous êtes propriétaire de votre véhicule, peut-être que les gens n'en ont pas conscience, mais vous achetez une voiture, elle est immobile pendant 95% de sa durée de vie. Et en fait, vous ne vous en servez que pendant 5% de sa durée de vie. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi on a tous ces problèmes de stationnement dans les villes. Parce que c'est vraiment un objet qu'il faut d'abord garer avant même de savoir si jamais il va se déplacer. Avec le véhicule autonome, bien évidemment, c'est juste complètement différent. Un véhicule autonome peut fonctionner 24 heures sur 24. Et donc, la logique, c'est vraiment l'autopartage. La logique, c'est de partager le véhicule. Parce que sinon, votre véhicule va devenir ce qu'on appelle un véhicule zombie, c'est-à-dire un véhicule qui va circuler avec personne dedans. Et donc, il est clair que la conséquence logique de l'avènement du véhicule autonome, c'est que les gens cesseront d'acheter des voitures et utiliseront des services de mobilité qui pourront être des services individuels, bien évidemment. Vous dites justement, pardon, vous voulez... J'allais compléter en disant que c'est exactement ça. On va vraiment passer de la possession à l'usage de services, comme disait monsieur. Et l'autre point, c'est qu'effectivement, les véhicules autonomes vont vraiment relever plusieurs défis dans la ville. C'est-à-dire, on a des problèmes de pollution, on a des problèmes de congestion, on a des problèmes de parking. Et effectivement, les véhicules autonomes viendront justement solutionner, ou en tout cas bien aider tous ces types de défis. Si on prend la situation actuelle, on sait qu'un véhicule en autopartage remplace 7 véhicules individuels. Il faut savoir par exemple que dans Paris et la région parisienne, la plupart des véhicules sont conduits par une seule personne. Il y a une seule personne à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'autosolisme. Et donc, et la raison pour laquelle il y a tellement de congestion en région parisienne, c'est qu'il y a quelque chose d'absurde d'avoir autant d'espace occupé pour transporter une personne. Et donc, on voit bien que le passage de l'autosolisme à l'autopartage et au covoiturage est déjà un premier pas. Et ce premier pas sera amplifié de façon spectaculaire par le véhicule autonome. Parce que justement, il pourra aller chercher les gens là où ils sont, il pourra les transporter à la demande. Et donc, un autre aspect d'ailleurs très très compliqué, je dirais, pour les responsables politiques, c'est que la frontière traditionnelle entre transport individuel et transport collectif disparaît progressivement avec le véhicule autonome, alors même qu'on a l'habitude de subventionner le transport collectif et de ne pas subventionner le transport individuel. Oui, vous parliez justement, je trouve ça très intéressant, les différents rôles que peut jouer la voiture autonome en ville. Vous parliez déjà tout simplement du respect de l'environnement, je rappelle que c'est une voiture électrique, désengorger les rues, le trafic, etc. Et moi, cette question des parkings, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans votre livre. Oui, elle m'intéresse énormément, puisque vous dites qu'aujourd'hui, la voiture autonome, c'est une occasion de récupérer de l'espace. Oui, comme quoi, en fait, les voitures auraient dépossédé les centres, auraient pris à l'homme les centres-villes. Expliquez-nous ça. C'est très simple. Si vous regardez comment fonctionnait une ville au temps de la voiture à cheval, c'est pas si vieux que ça. C'est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle.
Comme il y avait une très grande lenteur, en quelque sorte, des déplacements, l'espace public était à tout le monde. Les enfants pouvaient jouer, il y avait des vélos, il y a eu des tramways. Et en fin de compte, progressivement, après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50 aux États-Unis, 60 en Europe, la voiture a en quelque sorte liquidé toutes ces autres formes de déplacement. C'est-à-dire que si vous prenez le cas parisien, on a commencé à construire des autoroutes urbaines, la fameuse voie express Georges Pompidou. Heureusement, on s'est arrêté à temps, mais on voulait prolonger l'autoroute A6 jusqu'à la voie Georges Pompidou par la radiale Vercingétorix. Et donc il faut savoir qu'à un moment donné, des urbanistes, en toute bonne foi, ont voulu transformer Paris en Los Angeles un peu, c'est-à-dire mettre des autoroutes en plein centre de la ville. Et plus vous concevez l'espace pour un seul mode de déplacement, et plus ça devient difficile pour les autres modes de déplacement de pouvoir se déployer. Le tramway a été chassé de Paris. Là, il revient depuis 2001. Les vélos également, mais ils ont été aussi chassés d'Amsterdam. Tout le monde regarde Amsterdam avec beaucoup d'admiration parce qu'ils ont réussi à refaire du vélo un mode de transport domicile-travail. Oui, surtout parce que leurs chiffres sont tellement plus impressionnants par rapport aux nôtres. Bien sûr, mais dans les années 70, ça a été une bataille terrible que cette reconquête du centre-ville d'Amsterdam par les bicyclettes. Et ne parlons pas des piétons. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous regardez ce que doit faire un piéton pour traverser la place de la Concorde, c'est absolument dingue. Ça lui prend 10 minutes, il doit franchir au moins 4 ou 5 espaces de traversée de voitures. Les feux sont coordonnés plutôt pour les voitures que pour les piétons, alors que souvent le nombre de gens qui marchent à pied est plus important que le nombre de gens qui circulent en voiture. Il faut savoir qu'à Paris, 53% des déplacements sont des déplacements piétonniers. Et que la voiture occupe 50% de l'espace public pour 13% des déplacements. Donc vous vous rendez bien compte qu'il y a eu comme ça un phénomène d'occupation de l'espace public par la voiture, parce qu'à l'époque on considérait comme normal et on disait que c'était le progrès. Et aujourd'hui, on est en train de prendre conscience de tout ça. On est en train de prendre conscience que les enfants ne peuvent plus jouer dans la rue, que les piétons ont beaucoup de mal à traverser les places. Ce que nous faisons à Paris, par exemple, place de la République, place de la Bastille ou place de la Nation, c'est simplement redonner aux piétons la possibilité d'utiliser ces places. Et ça, Madame Garnier, par rapport à ce qu'est en train de dire Monsieur Missika, la voiture autonome, pour vous, c'est la meilleure solution parmi tous les modes de déplacement qui vivent à l'intérieur de la mobilité de demain ? Tout à fait. En fait, effectivement, ce qu'il racontait, c'est exactement la vision de Navia. C'est pouvoir réduire le nombre de places de parking qui prennent aujourd'hui énormément de place dans la Smart City de demain. Pouvoir réduire ça parce que les véhicules autonomes seront intelligents, ils pourront se garer près les uns des autres. Et voilà. Et comme M. Missika le disait, par exemple, à la Défense, on a 500 000 personnes qui viennent sur l'esplanade chaque jour. Et effectivement, d'avoir mis 3 navettes autonomes sur cet espace, donc qui sont 100% bien sûr électriques, permet aussi de fluidifier le trafic et permet donc aux différents piétons de pouvoir utiliser ces nouveaux modes de transport. Donc on l'a bien compris sur ce sujet-là, l'un des grands rêves, ou on va dire objectifs, qu'on peut avoir avec la voiture autonome, c'est demain de pouvoir faire jouer ses enfants au ballon sur la place de la Concorde, vidée de tout véhicule, puisqu'elle n'aura plus... Alors non, pas vidée de tout véhicule. Il y aura encore des véhicules. Mais simplement, ces véhicules seront en nombre moins important parce qu'ils transporteront plus de personnes. Je vais vous donner un calcul qui est assez vertigineux. Si jamais la moyenne d'occupation des véhicules qui circulent le matin et le soir sur les autoroutes franciliennes est de 1,1. Si on réussissait à faire passer ce chiffre à 1,8, il n'y aurait plus d'encombrement en Île-de-France. Donc c'est vous dire si la question de l'autopartage et du covoiturage est une question essentielle. Et il faut se rendre compte que le véhicule autonome, c'est simplement un moyen, parmi d'autres, d'aller vers l'autopartage et le covoiturage. Notamment parce que la logique de fonctionnement, le modèle économique du véhicule autonome, c'est la gestion de flotte.
et non pas la propriété individuelle. C'est-à-dire que les gens qui fabriquent des véhicules autonomes auront intérêt à les vendre à des opérateurs de mobilité plutôt qu'à des individus, en tout cas dans les villes. Le sujet du reste du pays se pose différemment. Justement, je voulais ensemble qu'on parle du MaaS parce que c'est important, de l'intégration de la voiture autonome à l'intérieur, donc mobility as a system, mobilité en tant que système, as a service, pardon, c'est toujours une sorte d'erreur que je fais, mobility as a service, mobilité en tant que service en français. Aussi de la place de la voiture autonome dans les campagnes. Malheureusement, on ne va pas trop avoir le temps, on est pressé et il faut qu'on aborde un sujet qui est primordial, je pense, qui intéresse beaucoup de gens ici, c'est une voiture sans chauffeur, est-ce que c'est dangereux ? Je pense que la question de la sécurité est centrale aussi là-dedans. Vous, Alban Garnier, donc du coup, je vous rappelle que vous travaillez pour Navia, qui vous développez des voitures autonomes qui sont commercialisées déjà en France et un petit peu partout dans le monde. Est-ce qu'une voiture autonome, c'est dangereux ? Est-ce que vous avez déjà eu des accidents avec vos voitures ? Alors, effectivement, la sécurité, c'est au cœur de nos problématiques et au cœur de ce qu'on travaille au quotidien. Alors, déjà, pour savoir comment ça fonctionne un véhicule autonome, donc comment ça fonctionne, c'est assez simple, même s'il y a énormément de technologie derrière. C'est-à-dire qu'il y a un mapping, donc le véhicule repère son environnement et grâce à la multitude de capteurs qu'il y a sur le véhicule, ces capteurs permettent de déterminer, de voir en fait s'il y a un obstacle fixe ou mobile et de pouvoir réagir en fonction donc de son environnement. Donc bien sûr, nous assurons la sécurité des véhicules et donc de tout l'environnement autour et bien sûr des piétons, des vélos et des voitures. Il y a eu des accidents, heureusement pas graves de notre côté. L'exemple est par exemple à Las Vegas, c'était il y a quelques mois de cela. C'était le jour d'une conférence de presse, nous avions un véhicule et un camion qui reculait, qui n'a pas vu la navette, qui elle a bien réagi, c'est-à-dire que la navette a ralenti, puis s'est arrêtée, puis a klaxonné, mais le véhicule donc conduit par un humain, donc un camion, n'a pas entendu toutes ces alertes et a reculé dans la navette. Donc voilà, tout ça pour dire que le véhicule autonome, grâce à tous ces capteurs, etc., il va prendre conscience du danger, alerter et réagir en fonction. Alors que l'humain, effectivement, comme on le sait, un humain a plus de failles. Il peut être distrait, il peut être ou sous emprise d'alcool, de drogue, etc. Ou tout simplement fatigué, qui fait que du coup, il sera moins en mesure de prendre conscience de tout l'environnement qu'il a autour de lui. Alors qu'un capteur va voir à 360 degrés autour de son véhicule et limite considérablement les risques par rapport à l'humain. Et là, c'est pas Monsieur Missika qui va vous contredire, puisque vous, dans votre livre, vous dites le robot plus sûr que l'humain. La violence routière cause chaque année environ 1,3 million de morts dans le monde et plus de 90% des accidents sur la route sont dus à une erreur humaine. Supprimer l'erreur humaine pour éviter jusqu'à 1 million de morts par an. Après de nombreux efforts pour réduire les défaillances dues aux véhicules et pour protéger les passagers en cas de collision, les systèmes de pilotage automatique sont apparus comme la prochaine technologie qui permettra de réduire massivement la mortalité sur les routes. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Alors bien évidemment, il y aura des accidents. Le risque zéro n'existe pas. Il y en a eu un qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'Arizona, parce que c'était la première fois qu'un véhicule robot tuait un piéton. Et donc, historiquement, c'est une date assez importante dans l'histoire de l'humanité. Oui, mais il faut juste préciser qu'avant, il y avait déjà eu des morts, mais c'était les personnes qui étaient en train de faire les tests et qui étaient dans l'habitacle de la voiture. Oui, et puis c'était des gens qui ne respectaient pas les consignes, notamment des Tesla, où ils doivent être attentifs et ils se mettent à regarder un film et ils oublient quand même que leur responsabilité est engagée. Là, on était vraiment dans une situation typique où c'est un robot qui a renversé une femme qui poussait un vélo. Et donc, bien évidemment, ça suscite l'effroi à juste titre. Mais il faut savoir que statistiquement, le passage de la conduite humaine à la conduite robotisée diminuera de façon spectaculaire le nombre d'accidents et le nombre de tués. Et d'ailleurs, les sociétés d'assurance bossent déjà sur des scénarios, parce que pour elles aussi, ça a un petit côté catastrophe et suppression d'emplois annoncés. Et donc, moi, mon sentiment, c'est qu'au fur et à mesure, il y a une inquiétude logique de la part des gens à confier leur vie à un robot. Quand on prend un avion, par exemple, le pilote est là surtout pour rassurer les passagers.
parce que l'avion, il peut décoller, voler et atterrir automatiquement. Mais l'idée de monter dans un avion sans pilote, c'est quand même une idée qui risque de rebuter beaucoup de gens. Je pense qu'il y aura exactement le même défi sur les véhicules autonomes. C'est pour ça qu'on propose énormément de démonstrations, voire d'exploitation sur plus longue durée, pour que justement toute personne puisse tester les véhicules autonomes et puisse lever les freins qui peuvent être la peur ou l'excitation. Ou voilà, l'essai est vraiment pour nous la clé du succès. Moi, ce qui m'a frappé quand même, juste pour terminer là-dessus, parce que ça concerne directement Navia, on a fait 2 expérimentations à Paris. Une sur le pont Charles de Gaulle entre gare d'Austerlitz et gare de Lyon, et l'autre dont j'ai parlé tout à l'heure au bois de Vincennes, qui est en cours encore. Les gens, effectivement, sont absolument fascinés la première fois qu'ils montent dans la navette autonome. Mais la deuxième fois, c'est comme s'ils montaient dans le métro. Exactement. Ils font absolument plus attention. Du tout au fait qu'il n'y a pas de conducteur, il n'y a pas de volant, il n'y a pas de frein. Ils montent dedans et puis voilà, quoi, ça roule. Au bout de 30 secondes, ils regardent leurs journaux, leurs portables. C'est des gens qui sont habitués à la ligne 1 à la base. Peut-être. Peut-être, mais c'est souvent ce que je leur dis typiquement là pendant le mondial de l'auto. Oui, c'est vrai. Pendant le mondial de l'auto, c'est justement le bon endroit pour que on évangélise ce nouveau type de transport et ce nouveau type de mobilité en leur expliquant. Mais aujourd'hui, quand vous montez dans un avion, comme Monsieur Messica disait, le vol est en pilote automatique. Au final, vous n'avez pas peur. Quand vous preniez la ligne 1 ou la ligne 14 à Paris, mais d'autres lignes comme la ligne D à Lyon, ça vous fait pas peur non plus. Et les véhicules autonomes, et on voit très vite, les freins se lèvent très vite. C'est vrai, mais on va avoir des tramways autonomes, on va avoir des trains autonomes, on va avoir ce qu'on appelle le platooning, c'est-à-dire des pelotons de camions autonomes où les camions se suivront et formeront un quasi-train. J'ai vu un film avec ça se passait pas très bien, je crois. Oui, vous avez parfaitement raison, mais c'était un film catastrophe. Mais c'est pour le scénario, ça. On sait que ce futur-là est un futur vraisemblable et pas si lointain. On est vraiment pressé par le temps. Une demi-heure, c'est beaucoup trop court pour ce sujet passionnant qu'est la voiture autonome. Je voulais par exemple qu'on parle des dangers. Vu qu'on était sur la sécurité, on aurait pu aussi parler des dangers de la voiture autonome sur notre industrie automobile. Mais moi, il y a vraiment quelque chose dont j'ai envie qu'on parle, c'est les données. Aujourd'hui, c'est ultra important. La protection des données est une question vitale pour les usagers et très financière, on va dire, pour les grands groupes. Vous n'êtes pas tendre avec Uber, d'ailleurs, à l'intérieur de votre livre sur ce sujet. Quels sont les principaux dangers pour nous, citoyens, utilisateurs de voitures autonomes, dans le futur ? Alors, vous avez différents types de dangers. Vous avez le hacking. Le hacking est le cauchemar des fabricants de véhicules autonomes et ils travaillent dur pour essayer d'éviter ça. Donc la prise de contrôle du véhicule par des gens malveillants. C'est quelque chose qui est possible, ça ? Tout à fait possible. Ça a même été fait par des hackers qui ont démontré qu'ils arrivaient à prendre le contrôle de je ne sais plus quelle voiture connectée. Alors c'était pas une voiture autonome, mais c'est une voiture connectée et ils faisaient faire à la voiture des trucs qu'elle n'aurait pas dû faire. Voilà. Vous avez la question de la protection de la vie privée, parce qu'effectivement, vous dites beaucoup de choses avec vos déplacements, notamment dans une ville. Vous dites beaucoup de choses, vous donnez beaucoup d'informations et donc vous vous rendez bien compte, d'ailleurs c'est déjà le cas avec Uber. Uber a des données de déplacement personnels sur tous ses clients qu'ils peuvent revendre éventuellement. Et pour elles ont tellement de valeur qu'ils ne veulent pas les partager d'ailleurs. Voilà, alors ça c'est ce que j'essaye de montrer dans le bouquin, c'est que pour les villes, ça va devenir un enjeu politique fondamental. C'est-à-dire que si les villes ne sont pas capables de négocier un partage des données et un accès aux données de déplacement, elles perdront le contrôle de la mobilité sur leur territoire et le maire sera moins puissant que le PDG de la société qui occupera une position dominante sur ce territoire. Et vous, chez Navia, qu'est-ce que vous avez récolté comme données de mobilité des utilisateurs de votre autonome shuttle? Et qu'est-ce que vous en faites surtout ? Alors c'est un sujet assez complexe. Effectivement, de notre côté, on fait très attention à la sécurisation des données et notamment au hacking. C'est vraiment un sujet sur lequel on travaille durement pour éviter tout ce type de problème. Au niveau des données, pour l'instant, tout est tout à fait confidentiel et ils ne sortent pas de chez nous.
D'accord, très bien. Mais dites-moi. Navia accepte de partager ses données avec les villes. Oui. Donc si vous voulez, il y a des bons élèves et des mauvais élèves. Il y a ceux qui acceptent de partager les données avec les villes et ceux qui refusent de le faire ou qui le font du bout des lèvres, comme Uber. Il nous reste 1 minute. Je vais vous laisser à chacun le mot de la fin, notamment sur en fait le futur le plus proche de la voiture autonome. Pour vous, c'est pour quand? Vous en pensez quoi? Vous placez vos espoirs plus là-dedans, ou dans 10 ans, ou dans 2 ans, dans 6 mois? Là, vous avez vraiment des désaccords entre les experts qui sont considérables. Certains disent que c'est pratiquement pour 2020 ou 2022. D'autres, au contraire, voient l'horizon à 2030, 2040. Navia vous dit que c'est pour 2016. Voilà, exactement. Voilà, Navia, on est déjà pressant, donc c'est le présent. Oui, mais là, on parle de véhicules qui peuvent circuler complètement partout, dans toute la ville, etc. Moi, mon sentiment, c'est que ça va aller assez vite parce que les investissements sont considérables et que vous avez une bataille énorme qui est en train de se produire entre les géants du numérique comme Google ou Apple et les géants de l'industrie automobile, et que pour les grands constructeurs, c'est une question de vie ou de mort. Si jamais ils se font dépasser par des opérateurs venant du numérique, eh bien, ils deviendront de simples prestataires d'une brique de la mobilité, ce qui revient à avoir un modèle économique extrêmement catastrophique. Donc je pense que la raison pour laquelle ça va se passer vite, c'est justement parce qu'il y a cette compétition entre les constructeurs traditionnels et des nouveaux entrants, et que cette compétition est vraiment essentielle. Aujourd'hui, vous voyez les coalitions qui se créent aux États-Unis, en Chine ou en Europe, et vous vous rendez compte que vous êtes face à un des enjeux industriels les plus importants du XXIe siècle. Alban Garnier, un mot de la fin? Eh ben, je dirais à peu près la même chose. Le marché est très large, il y a beaucoup de compétition. Voilà, Navia, c'est un des acteurs. On est peut-être un ovni par rapport à des géants des véhicules, mais je pense que grâce à toutes nos expérimentations, on acquiert énormément d'expérience qui permettra du coup de faire encore grossir notre marché et toutes nos expérimentations dans les prochaines années à venir, puisque c'est déjà le cas. On continuera à écrire l'histoire. La France est bien armée, mais il faut faire attention à la psychologie de la résistance au changement. La voiture autonome, c'est en tout cas un sujet très très passionnant dont on a parlé aujourd'hui, dont on reparlera, c'est sûr. Désolé, je sais, c'est un peu court. On aurait pu débattre de ce sujet encore pendant des heures. Merci beaucoup, Jean-Louis Missika. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil de Paris, adjoint au maire de Paris chargé de l'urbanisme, et vous êtes également auteur du livre Des robots dans la ville, qui est sorti le 4 octobre dernier. Merci aussi à Alban Garnier. Vous êtes Operational Marketing chez Navia, une entreprise qui commercialise des navettes autonomes, bientôt des taxis. En tout cas, on vous le souhaite. On vous réinvitera sans doute pour le Salon de l'Auto 2019. Merci en tout cas beaucoup d'être venu. Sachez que vous retrouvez ce podcast sur le site mondial-paris.audio, en podcast également sur tous les agrégateurs que vous pouvez connaître. On est sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour un voyage en mobilité, ou question de mobilité, que sais-je. À la prochaine.